Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre espace d'apprentissage et avec une nouvelle leçon. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle leçon. Je me présente, je suis Madame Imam Belhaj El-Maki, professeure d'informatique au lycée secondaire d'El Alia de Bizerte. Cette séance a été encadrée par Madame Larli Oulaïla, inspectrice générale d'informatique au Bizerte. Cette séance elle est dédiée aux élèves de 4e année de section de sciences informatiques pour la matière base de données. Elle s'intitule « Création de la structure d'une base de données ». Je vous présente le plan de notre séance. On commencera tout d'abord par un rappel de connaissances, puis on passera à la création de bases de données en mode assisté, ensuite à la création d'une base de données en mode commande. On fera une application et on terminera par une évaluation sous forme de QCM. Commençons par le rappel de connaissances. Et la première question. Dans une base de données relationnelle, les données sont réparties dans des fichiers, organisées dans des tableaux à 2 dimensions ou bien structurées d'une manière hiérarchique. Bien évidemment, les deux bonnes réponses sont les deux premières, car toute base de données, puisqu'elle est enregistrée, elle est évidemment enregistrée dans un fichier, et c'est le cas pour toute base de données. Et pour le cas d'une base de données relationnelle, elle est organisée dans des tableaux à 2 dimensions. Et on parle de base de données structurée de manière hiérarchique lorsqu'il s'agit d'une base de données hiérarchique. Deuxième question, soit le tableau article suivant, et dans un contexte de base de données, un article plutôt, il est appelé entité, table, élément ou bien relation. Les deux bonnes réponses sont entité et table, ils sont synonymes. Par contre, élément, ce n'est pas le cas pour le tableau article et on ne peut pas dire qu'il s'agit d'une relation parce qu'il ne s'est pas encore relié à d'autres tables. Troisième question. Soit la représentation textuelle de la table article suivante. Les attributs code, libellé, fournisseur et prix unitaire sont appelés des lignes de la table article, des colonnes de la table article, des propriétés de la table article ou bien des champs de la table article. Ici, les 3 bonnes réponses, c'est les 3 propositions, colonnes, propriétés et champs. Ils sont utilisés pour dire qu'il s'agit des attributs d'une table. Toujours avec la table article et la même représentation textuelle, le champ code, c'est une clé primaire, c'est l'identifiant unique de chaque produit et il peut contenir des valeurs redondantes. Les 2 premières propositions sont correctes. C'est une clé primaire qui permet d'identifier un article. C'est pour ça qu'il ne peut pas contenir des valeurs redondantes. Soit l'extrait du contenu de la table article. Les données encadrées en rouge représentent un enregistrement, une ligne, un tuple ou bien un énuplé. Les 4 propositions sont correctes et on parle de synonymes aussi. Cinquièmement, soit la description textuelle et le contenu de la table location relative à une base de données de gestion de location de voitures. Donc, ID location, date début, nombre de jours, num série, matricule et CIN sont appelés des colonnes. Ici, chaque ligne, c'est des données. On dit des lignes aussi enregistrement. Le champ ID location, c'est la clé primaire de la table. Les champs num série, matricule et CIN, ce sont des clés étrangères. Et il est à noter ici que pour la représentation textuelle, les clés étrangères sont suivies par le symbole dièse. Puisque num série, matricule et CIN sont des clés étrangères, CIN c'est un champ de clés primaires dans la table client. Num série et matricule sont des clés primaires de la table voiture. Ici, on parle de 2 contraintes d'intégrité référentielle. Passons à l'objectif de notre séance, c'est la création d'une base de données. La création et la modification d'une base de données peut se faire selon 2 modes. Le premier, c'est le mode assisté, c'est-à-dire à l'aide d'un assistant graphique d'un système de gestion de base de données SGBD.
La deuxième méthode, c'est le mode commande, c'est-à-dire à l'aide des commandes du langage SQL. La création d'une base de données consiste à, premièrement, on peut créer la base de données, créer les différentes tables de cette base de données, définir les caractéristiques des colonnes pour chaque table, définir la clé primaire de chaque table et établir les liens entre les tables. Comment créer une base de données en mode assisté? On se propose de créer la base de données intitulée Location voiture qui permet la gestion de location de voitures par des clients. Elle est définie par les deux tables ci-contre. On a la table client et la table voiture. La table client, elle est identifiée par le CIN, le numéro de carte d'identité nationale, et la voiture, elle est identifiée par le numéro de série et son matricule de champ de clé primaire. Les règles de gestion de cette base de données sont les suivantes. Un client peut louer plusieurs voitures. Une voiture peut être louée par plusieurs clients, mais à des dates différentes. Et chaque nouvelle location, elle sera identifiée par un numéro auto-incrémentable. Ici, attention, pour chaque nouvelle location, il faudra enregistrer la date de début de la location et ainsi que le nombre de jours de la location, et ce pour pouvoir calculer le total à payer plus tard. La question qui se pose, comment peut-on répondre à ces règles de gestion? Donc, la table client et la table voiture. Ici, on a la cardinalité plusieurs à plusieurs. Et suivant les règles de jonction, on doit créer une nouvelle table qu'on va nommer par exemple la table location. Elle sera reliée à la table client et à la table voiture. Le client, il a comme identifiant le CIN, il va migrer comme clé étrangère dans la table location. Et de même pour les champs num, série et matricule, les deux champs de clé primaire, ils vont migrer vers la table location comme clé étrangère. Donc, la représentation graphique de la base location voiture sera comme suit. Donc, la table client, la table voiture, la nouvelle table créée, c'est la table location. On voit ici les trois derniers champs, num, série, matricule et CN, ce sont les champs de clé étrangère. La table, elle est identifiée par l'ID location, c'est le numéro incrémentable. Et on a aussi ajouté les attributs date début et nombre jour. La représentation textuelle correspondante sera la suivante aussi. La table client, la table voiture et pour la table location, donc on remarque ici qu'elle est identifiée par le champ ID location comme clé primaire et on remarque aussi la présence de trois champs de clés étrangères, num, série, matricule et CIN suivis par le symbole dièse. Passons à la création de la table client. Voici la description des champs de cette table. Un client, il est identifié par son numéro de carte d'identité, son nom, son prénom, son adresse qui est ici un champ non obligatoire et son numéro de téléphone. Comment créer la table client en mode assisté? Ici, je vais utiliser un système de gestion de base de données. Ce système-là est appelé WAMP Server. Je vais utiliser la version 2.5. Donc, il est à noter aussi qu'il existe d'autres systèmes de gestion de base de données comme le EasyPHP ou bien Access de Office. Donc, on passe à la création de notre base de données. Ici, je suis sur l'interface graphique du WAMP Server, l'environnement qu'on va utiliser. On commence par saisir le nom de la base. Donc, location voiture. Et on valide par le bouton créer. Donc, elle a été créée. Voilà. Et on commence par créer la table client. Donc, la table client, elle contient 5 colonnes. Donc, le premier champ, c'est CIN, chaîne de 8 caractères. Donc, c'est le type varchar. Donc, pour l'index, il s'agit d'un champ de clé primaire. On utilise donc le mot index primary.
le nom, une chaîne de 30 caractères, de même pour le prénom, une chaîne de 30 caractères, l'adresse, un champ de 50 caractères, mais c'est un champ optionnel non obligatoire. Donc c'est pour ça, ici, on coche l'option nulle pour dire qu'il s'agit d'un champ optionnel. Et finalement, le champ numéro de téléphone, un champ de 8 caractères. Et on valide. Donc, le résultat est le suivant. Donc, la table client a été créée avec succès. On passe donc à la table voiture. Donc, elle est décrite par les champs suivants: numéro de série, matricule, marque, modèle, puissance, énergie et prix de location. Donc, on va le faire aussi avec l'environnement WAMP. Donc, une nouvelle table qu'on va appeler voiture et qui a 7 colonnes. Donc, le premier, c'est le numéro de série. C'est un champ de 3 caractères. Le deuxième champ, c'est le champ de matricule. Un champ de 4 caractères. La marque, qui peut contenir jusqu'à 30 caractères. De même pour le modèle. La puissance d'une voiture, elle est exprimée en nombre de chevaux, donc c'est un entier qui peut arriver jusqu'à 4 chiffres. Mais ici, donc la puissance, on a cité que c'est un champ qui prend la valeur 4 par défaut. Donc, dans la colonne default, on définit la valeur 4. Pour l'énergie, c'est un champ qui prend la valeur essence, gasoil ou bien gaz. Donc, on parle ici de type énuméré. Voilà. Et qui prend les valeurs suivantes. Donc, essence, gasoil ou bien gaz. Et qui prend la valeur essence par défaut. Voilà. On définit cette valeur. Et on valide. Plutôt, on a un autre champ, c'est le champ prix location. C'est le prix d'une voiture par jour. Donc, c'est une valeur décimale qui prend des valeurs des chiffres après 3 chiffres après la virgule, donc le format 8.3. Et on valide. Le résultat de notre travail est le suivant. La table voiture, elle est créée sans avoir défini sa clé primaire. Donc, les 2 champs de clé primaire sont num série et matricule. On coche ces 2 champs et puis on les définit par primaire. Voilà, donc la nouvelle structure, elle est comme suit. Ils sont soulignés. La table voiture est la suivante. On passe à la 3e table qui est la table location. Elle est identifiée par ID location. C'est un entier auto-incrémentable. Le champ date début, dans ce cas, il s'agit de type date. Le nombre de jours exprimé en nombre de jours de location, c'est un entier. Et les 3 champs num série, matricule et CIN, ce sont des clés étrangères. Attention ici, il faut que ces 3 champs soient déclarés avec le même type et la même taille que dans les tables mères. Passons à l'exécution. Donc, la nouvelle table, c'est location.
elle contient 6 champs. Donc, ID, location, c'est un entier auto-incrémentable de 6 chiffres maximum. Donc ici, on va choisir l'option AI. AI, c'est pour dire auto-incrément et c'est un champ de clé primaire. Le deuxième champ, c'est le champ date début, de type date pour ce cas, le nombre de jours, un entier, qui peut arriver jusqu'à 3 chiffres, le numéro de série de la voiture, comme c'était déjà créé, c'est un champ de chaîne de caractères de 3 caractères, matricule, 4 caractères, et puis le CIN, 8 caractères. Et on valide. Le résultat de la table location est le suivant. Voilà donc ma table. Si je reviens sur la représentation graphique de toute ma base de données, donc on remarque ici qu'on a déjà créé la table client, la table voiture et la table location. Donc reste quoi? Reste à établir les liens entre ces 3 tables. On remarque ici qu'il y a 2 liens. Le premier, c'est entre la table client et la table location. Et le deuxième, ça concerne la table voiture et la table location. Là, donc je vais ici réaliser le lien entre la table client et la table location. Donc, comment appliquer les liens entre ces 2 tables? Donc, je reviens ici sur ma table. Donc, ici, c'est la table location. Donc, je vais aller sur le champ CIN. Je vais l'indiquer comme champ index. Voilà. Et puis, je passe à vue relationnelle de cette table. CIN, il existe comme champ de clé étrangère dans la table location. Donc, il vient de la table mère client qui porte comme clé primaire le champ CIN. Donc, ici, on peut attribuer un nom à la contrainte. Par exemple, on va appeler la contrainte X et on délite. On va choisir l'option cascade et l'option cascade on update. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce champ de clé étrangère va être supprimé de la table fille qui est la table relation en cas où il est supprimé de la table mère qui est la table client. De même, il sera modifié dans la table fille location lorsqu'il est modifié dans la table mère client. Donc, et on sauvegarde. Donc, ici, le lien a été établi avec succès. Donc, on a créé la base de données location voiture, on a créé les 3 tables client, voiture et location, on a établi les liens, c'était la création d'une base de données en mode assisté. Maintenant, on va passer au deuxième mode, c'est le mode commande. Donc, le mode commande se fait à l'aide du langage SQL. SQL, c'est quoi? C'est Structured Query Language. En français, on l'appelle le langage de requête structurée. C'est un langage informatique normalisé qui sert à exploiter les bases de données relationnelles. SQL, c'est un langage reconnu par la grande majorité des systèmes de gestion de bases de données relationnelles. Donc, il est reconnu par EasyPHP, par WAMP, etc. Le langage SQL, il contient 3 familles de commandes. La première famille, c'est les commandes qui permettent de créer ou bien modifier la structure d'une base de données. C'est le langage de définition de données LDD. Les deuxièmes commandes, ce sont les commandes du langage LMD. Ils permettent de rechercher, ajouter, modifier ou bien même de supprimer des données de la base de données. Les troisièmes commandes sont des commandes du langage du contrôle de données LCD.
Ils permettent d'autoriser, restreindre ou bien même interdire l'accès aux données par les utilisateurs. Le SGBD MySQL intégré avec l'environnement de développement comme EasyPHP ou bien WAMP Server offre un éditeur de texte qui permet de saisir et puis d'exécuter les requêtes SQL. Comment exécuter une requête SQL? Donc, on choisit l'onglet SQL sur l'environnement WAMP, puis on saisit la requête et on valide par le bouton « Exécuter ». Donc, voici l'onglet SQL. Ici, c'est l'espace de saisie et la validation se fait par le bouton « Exécuter ». Syntaxe de création d'une table. Pour créer une table en SQL, ça commence toujours par le mot-clé « Create Table », puis on indique le nom de la table. Par la suite, on commence par la définition de chaque colonne. C'est entre parenthèses, donc là, on ouvre une parenthèse et on termine par une parenthèse fermante. On définit les colonnes une par une et aussi on définit les contraintes si elles existent. Syntaxe de définition d'une colonne d'une table. On commence par indiquer le nom de la colonne, le type correspondant qui peut être varchar pour chaîne de caractères, int pour entier, décimal pour réel, date pour le type lorsqu'il s'agit d'une date et le type énuméré lorsqu'il s'agit d'un type énuméré. Donc, certains types possèdent des tailles, on doit l'indiquer à ce stade. Par exemple, le type varchar, on peut citer la valeur 10 lorsqu'il s'agit d'une chaîne qui ne dépasse pas 10 caractères. La clause nulle ou bien note nulle pour indiquer lorsqu'il s'agit d'un champ obligatoire ou bien d'un champ optionnel. Default lorsqu'il s'agit d'un champ qui possède une valeur par défaut. Et puis, on définit la contrainte de la colonne si elle existe aussi. Syntaxe de définition d'une contrainte. Il est à noter qu'il existe plusieurs catégories de contraintes. Les contraintes de domaine, les contraintes de table et la contrainte d'intégrité référentielle. Tout d'abord, la contrainte de domaine. Ça commence par le mot constraint. On indique le nom de la contrainte et puis check et on définit la condition de valeur si elle existe. Pour la contrainte de table, c'est la contrainte de clé primaire. Donc, constraint, nom de la contrainte. Primary key, c'est le mot utilisé pour définir une clé primaire et on indique là où les colonnes de clé primaire. La contrainte d'intégrité référentielle, c'est la clé étrangère. Dans ce cas, pour une clé étrangère sur un seul champ, donc constraint, nom de la contrainte, foreign key, ça veut dire clé étrangère. On indique le nom de la clé étrangère, donc le nom du champ, references, le nom de la table mère et puis la clé primaire de la table mère. Ici, on va mettre l'option on delete cascade, on update cascade pour définir la contrainte d'intégrité de suppression en cascade ou bien la contrainte d'intégrité de mise à jour en cascade. Dans le cas où la clé étrangère est formée par plusieurs champs, donc constraint, on attribue un nom à la contrainte, foreign key, et on cite les champs qui forment la clé étrangère, references, le nom de la table mère et les champs qui forment la clé primaire dans cette table mère. De même, on delete cascade, on update cascade. On va terminer maintenant par une application, soit la base de données bibliothèque permettant la gestion des emprunts des livres par les abonnés d'une bibliothèque scolaire. Elle est décrite par la représentation textuelle simplifiée suivante. La table abonné identifiée par le numéro de l'abonné, la table livre où chaque livre est reconnu par son code et la table emprunt. Là, on remarque que sa clé primaire, elle est définie par 3 champs, numéro de l'abonné, le code du livre et la date d'emprunt, où les 2 premiers champs sont des champs de clés étrangères provenant de la table abonné et de la table livre. Comment créer la table abonné? Donc, create table
abonné puisqu'il s'agit de la table abonné. Le premier champ, c'est le numéro de l'abonné, c'est un entier auto-incrémentable. C'est un champ de clé primaire. Donc, num abonné int4 pour la taille et le type. Primary key lorsqu'il s'agit d'une clé primaire et auto-incrémente parce qu'il s'agit d'un champ auto-incrémentable. Le nom, c'est une chaîne de 20 caractères, donc champ obligatoire, donc nom, varchar 20, note nulle, et de même pour le prénom, c'est la même chose. L'âge, c'est un entier, donc la contrainte ici dans la table, on dit que l'âge de l'abonné, c'est un entier supérieur ou égal à 6, donc on a une contrainte de domaine. Donc âge, int2, note nulle, check, âge supérieur ou égal à 6. Pour le genre, ici, on a deux valeurs possibles. C'est un champ énuméré, donc genre enum. Il prend la lettre M ou bien la lettre F pour désigner masculin ou bien féminin. Et il prend comme valeur F, féminin, comme valeur par défaut. Passons à la table livre. Donc, comme d'habitude, create table livre. Le premier champ, c'est le code livre, une chaîne de 4 caractères, donc varchar 4, et le mot primary key pour indiquer qu'il s'agit d'un champ de clé primaire. Le titre, c'est une chaîne de 30 caractères, obligatoire, donc titre varchar 30, note nulle. L'auteur, c'est une chaîne de 30 caractères où c'est un champ obligatoire aussi. Le champ thème, il s'agit d'un champ énuméré qui peut prendre la valeur science ou bien littérature ou bien aventure et qui prend la valeur science comme valeur par défaut. La table emprunt, donc la table emprunt, le premier champ c'est num abonné. Il s'agit d'un champ de clés étrangères, donc on utilise le mot-clé foreign key, references la table abonnée qui a comme clé primaire num abonné. Le code du livre, donc c'est une chaîne de 4 caractères. Foreign key references la table livre qui prend comme clé primaire le code livre. Le champ date emprunt, c'est un champ de type date, un champ obligatoire, donc note nulle. Le champ date de retour aussi de type date, mais on doit respecter qu'il soit supérieur à la date d'emprunt. Donc, on ajoute la clause check pour dire check date de retour supérieure à date emprunt. Et ici, la contrainte de table primary key. Donc, primary key s'étale sur les 3 champs num abonné, code livre et date emprunt. Je vais vous présenter ici une deuxième méthode pour créer la table emprunt, mais cette fois-ci, c'est avec spécification de nom de contrainte. Donc, create table emprunt. Le code du livre, c'est une chaîne de 4 caractères. Le numéro de l'abonné, un entier de 4 chiffres. La date emprunt, c'est un type date obligatoire. Date de retour, c'est de type date aussi. La première contrainte, on l'a appelée C1. Elle définit code livre comme clé étrangère provenant de la table livre. La contrainte C2 va citer num abonné comme clé étrangère provenant de la table abonné. La contrainte C3 définit que la date de retour doit être supérieure à la date d'emprunt. Et la quatrième contrainte C4, c'est la contrainte de clé primaire définie sur les 3 champs de code du livre, numéro de l'abonné et la date de l'emprunt. On va clôturer notre séance par une évaluation sous forme d'un QCM. La première question, le langage de définition de données LDD permet de créer et modifier la structure d'une base de données, permet de créer et modifier les données dans une base de données, ou bien permet seulement la création de la structure d'une base de données. La bonne réponse est bien évidemment la première parce qu'il permet de créer et modifier la structure d'une base. Deuxième question, en SQL, la clause default indique qu'un champ est obligatoire, doit s'appliquer sur un champ de clé primaire, permet d'attribuer une valeur initiale à un champ de table. Donc la première proposition n'est pas correcte. La deuxième aussi, car il s'agit d'un champ de clé primaire, donc il s'agit toujours d'un champ obligatoire qui ne peut pas avoir de valeur par défaut. Et la bonne réponse, c'est la dernière, puisque default, on définit la valeur initiale en cas où ce champ n'est pas saisi.
Troisième question. Le script SQL ci-contre permet de créer la table commande selon la représentation textuelle. Laquelle est la correcte? Donc, on va analyser et interpréter le script SQL présenté. Donc, on a la table commande qui contient 4 champs avec les 2 premiers champs et des produits et des clients sont des champs de clés étrangères et qui définit la contrainte CK où la clé primaire s'étale sur les 3 champs et des produits et des clients et date commande. Donc la première proposition n'est pas correcte parce que la date n'est pas définie comme clé primaire. La deuxième préposition aussi n'est pas correcte parce que la date commande, ce n'est pas un champ de clé étrangère, seulement et des produits et des clients. Donc la troisième préposition, c'est la proposition correcte, là où les 3 premiers champs sont soulignés, donc ce sont les champs de clé primaire et seulement et des prods et des clients sont des champs de clé étrangère. Quatrième question. En SQL, la clause on delete cascade signifie appliquer la contrainte d'intégrité référentielle de suppression en cascade, appliquer la contrainte d'intégrité référentielle de mise à jour en cascade ou bien permet de supprimer les doublons. La bonne réponse, c'est la première parce qu'on ne parle pas d'intégrité référentielle de mise à jour, c'est le cas de update cascade. Par contre, la première, elle est correcte et ça signifie que ce champ va être supprimé de la table fille lorsqu'il est supprimé de la table mère. Passons à la 5e et à la dernière question. Soit la colonne appréciation de la table sondage exprimée en nombre d'étoiles. Ce champ étant obligatoire et doit prendre une valeur entière entre 0 et 5. La définition SQL correspondante à ce champ est, donc voici 3 propositions. Je vais commencer par la dernière. Appréciation int 1 note nulle, check in 0,5. Ce n'est pas la bonne réponse parce que check in 0,5, ça veut dire que appréciation peut prendre la valeur 0 ou bien la valeur 5. Ce n'est pas le cas ici. La deuxième aussi, ce n'est pas la bonne réponse parce que ça manque la clause note nulle parce qu'il s'agit d'un champ obligatoire. J'interprète la première proposition qui est la correcte. Donc, appréciation, c'est un champ numérique d'un seul chiffre. Note nulle pour dire qu'il s'agit d'un champ obligatoire. Et check between 0 and 5, c'est pour dire qu'un champ, ce champ-là, il prend la valeur numérique entière entre 0 et 5, à savoir 2, 3, 4 et 1. Merci de m'avoir accordé votre attention. J'espère que cette séance vous a été utile et bientôt avec une nouvelle séance et un nouveau cours.